remercie Rosemary Mousseau et puis Akima et Benoît pour cette organisation et puis de m'avoir invité à participer à cette journée au MAN pour parler des femmes. Voilà. Je suis ravie et émue parce qu'en fait, parler de Suzanne de Saint-Mathurin, qui fut chargée de mission au musée de Saint-Germain-en-Laye à partir de 1969, eh bien, c'est en fait pour moi une aventure archéologique incroyable du fait de cette rencontre. Voilà, en fait, c'est très simple. Ma rencontre avec Suzanne date de ma maîtrise, donc il y a une quarantaine d'années. Et c'est vrai que Henri Delporte me fait rencontrer Suzanne de Saint-Mathurin quand je travaille sur ma maîtrise sur les saguets dites de Lussac-Rangle, donc un objet préhistorique magdalénien. Et donc, l'aventure commence là. Mon intervention n'a pas du tout la volonté de concurrencer un travail d'archiviste. Il ne s'agit pas non plus d'un témoignage, mais d'un portrait factuel de celle avec laquelle j'ai pu partager une dizaine d'années de complicité. Ah, c'est ce qu'on m'expliquait, que l'antenne, elle est où en fait? D'accord. Merci. En effet, donc... c'est mon regard de femme, de préhistorienne, que Suzanne de Saint-Mathurin a placé avec sa volonté de transmission dans la lignée des femmes archéologues qu'elle espérait pour les générations futures. Et en effet, à son décès, elle demandait par voie testamentaire que je prenne sa suite et fasse connaître ses travaux sur sa grande aventure du roc aux sorciers, ce qui était et est encore un véritable défi au sein de la communauté scientifique, mais je n'épiloguerai pas. J'ai accepté cette lourde charge dès lors que je me suis glissée dans ses pas et je suis ravie de pouvoir lui rendre une part de ce qu'elle m'a donné en vous parlant d'elle. Rappelons que Suzanne fait don en 1976 d'une collection de 14 objets d'art mobilier pariétal, les premiers découverts au roc aux sorciers en 1948, dont le célèbre Jocon, que vous avez à l'écran, comme elle le nommait, une tête d'homme grandeur nature, sculptée, gravée et peinte, une représentation unique dans le monde paléolithique. Et à son décès, en 1991, elle donne à l'État l'ensemble de ses collections, le site et les archives. C'est bien la découverte, je pense que je suis décalée, voilà. C'est bien la découverte du roc aux sorciers qui fera le nom de la trop discrète Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, que son nom restera à jamais dans nos mémoires. Ce site... nommé dès la découverte de la frise sculptée encore in situ, ce qui a été découvert en 1950. Le professeur Pall le nomme le Lascaux de la sculpture. Il est exceptionnel par la qualité de ses œuvres pariétales, monumentales. Et leur datation tombe sous le sens du fait de l'enfouissement dans les couches archéologiques. Le panneau, figurant 3 corps de femmes universels au cours d'une vie, est des plus célèbres et unique également dans sa composition étudiée. Ces femmes sont représentées grandeur nature, sans tête, sans bras et sans pieds. Celle de gauche figure une femme enceinte. Vous noterez la ligne gravée du nombril au pubis, simulant la ligne de pigmentation sombre qui apparaît sur le ventre de la femme enceinte. La seconde, dont la vulve très ouverte est construite sur une petite cavité naturelle de la paroi, a son nombril bien marqué, ainsi que sa poitrine, avec le détail du mamelon renvoyant à la maternité. Et enfin, la troisième femme, associée à 2 bisons, l'un en position statique, en position haute, dans le registre haut, et l'autre dynamique, donc qui est en train de gratter par terre. Celle-ci, cette femme-là, n'a plus aucune rondeur. André Leroy-Gourand publie en 1965 une description de la frise dans son ouvrage Préhistoire de l'art occidental, en soulignant d'une part le manque d'une publication substantielle de l'ensemble sculpté, du plus bel ensemble sculpté qui soit avec le roc de serre, mais surtout sa description du panneau des femmes n'était pas pour plaire à Suzanne en mentionnant des troncs de femmes. En effet, sa lecture était orientée par rapport à sa démonstration et non selon la réalité. La lecture de ce panneau a varié selon les auteurs, hommes ou femmes. Je peux vous rassurer, chacun est projetant, je ne dis pas sa propre libido, mais sa propre sensibilité. Nous ne pouvons manquer le clin d'œil de cette découverte par 3 femmes. Suzanne, Dorothy Garrod et Germaine-Henri Martin. Nous reviendrons souvent lors de cet exposé sur l'une, mais on ne peut pas ne pas évoquer les 2 autres à chaque fois.
Alors, les Magdaléniens dits de Lusakang, c'est un groupe bien identifié, ou tout au moins, lui s'identifie fortement par sa production de saguier de Lusakang, ses figurations humaines rares dans l'art paléolithique et la production d'objets qui ne diffuseront pas ou peu au-delà d'un territoire limité pendant cette période. Le seul nom à retenir attaché au roc aux sorciers, bien celui de Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, même si certains, comme Louis-René Nougier, insistaient pour valoriser beaucoup plus Dorothy Garrod, celle qui était vraiment avec un parcours beaucoup plus puissant, je dirais, et reconnu. Et donc, du coup, je vous propose, dans la suite de cet exposé, de vous la faire connaître un peu mieux en présentant son enfance, son éducation, sa formation, et puis ses rencontres et sa passion pour la préhistoire, jusqu'à la découverte et ses fouilles du roc aux sorciers. Le nom de Cassou de Saint-Mathurin vient de l'aïeul Louis Cassou, qui a été anobli à la fin du XVIIIe dans son fief de Saint-Mathurin. À ce propos, je tiens à remercier monsieur Pascal Cassou de Saint-Mathurin, le neveu de Suzanne, pour les échanges que nous avons eus récemment et la mise à disposition de documents que je vous présente aujourd'hui, qu'il m'a aimablement autorisé à partager avec vous. Voici donc la maison familiale, le château de la Salle à Main, en Saintonge, où Suzanne naît le 19 juillet 1900. Son père avait acheté cette demeure à la fin des années 1880, à son retour du Tonkin, où il avait été fermier de l'opium. Dans les archives familiales, une lettre donc du père de Suzanne annonce à son frère Henri la naissance de Suzanne. Ainsi, un grand malheur nous arrive, c'est encore une fille. Voici donc son père René, si heureux d'avoir une seconde fille. Cette personne est assez dure avec les siens et les enfants très jeunes devaient avoir quitté la maison et se débrouiller par eux-mêmes, comme peut-être lui avait dû le faire. Sa mère, Suzanne, était beaucoup plus douce et parlait en anglais à Suzanne enfant. C'est probablement à elle que ressemble plus Suzanne par certains traits de caractère, mais son côté quelquefois exigeant, sévère, aurait pu venir de son père également. Suzanne était très proche de sa sœur Marie-Renée, l'aînée que vous voyez à gauche, enfant. Elle s'entendait très bien avec son petit frère Henri, le petit dernier, qui est au centre de la photo, car elle partageait notamment la passion de la voile avec lui. Et vous la voyez à droite de l'image. Alors, Suzanne a un parcours très brillant au point de vue formation. À 17 ans, elle est bachelière. À 21 ans, elle quitte sa Saintonge natale et part pour Oxford, où elle prépare une licence d'enseignement en sciences naturelles qu'elle obtient à 26 ans. Elle est lectrice à St Hilda's College à l'université d'Oxford et elle prépare là sa thèse en 4 ans sous la direction de Gustave Rudler, qui est professeur de littérature française à l'université d'Oxford. Rudler a d'ailleurs développé une approche scientifique du français qui, à l'époque, n'a pas été appréciée de tous, mais je peux vous assurer que Suzanne, en revanche, l'a bien appliquée dans ses publications archéologiques. À 31 ans, Suzanne soutient sa thèse sur l'influence des idées biologiques de Diderot sur son œuvre romanesque à Oxford. Elle reçoit alors le titre de Bachelor of Letters, l'équivalent du doctorat chez nous, doctorat d'université. Non seulement elle travaille sur la correspondance de Diderot et Catherine II, et pour cela part étudier à Leningrad, mais elle s'intéresse aussi à Erasme Darwin, le grand-père de Charles, sur la question de l'origine de l'humanité. C'est en rencontrant l'abbé Breuil en 1932 qu'elle décide de s'orienter sur la préhistoire. En 1939, elle classe avec lui les collections du Muséum d'histoire naturelle de Bordeaux, où se trouvent le fond d'Allot et Arlay, notamment c'est le site de Père-non-Père, la grotte ornée de Gironde. Une solide amitié se forge entre eux jusqu'au décès de l'abbé Breuil en 61. Elle fait partie de ces femmes de l'abbé Breuil, elles sont nombreuses à l'époque. Suzanne ne sera pas toujours d'accord avec l'abbé, mais cela n'entravera pas leur amitié infaillible. Elle coordonnera d'ailleurs sous la direction de Raymond Lantier, alors conservateur au Man, la bibliographie de l'abbé Breuil pour ses 80 ans et prendra une part importante dans les publications de Breuil, notamment à son décès, celle sur les gravures rupestres de Rodésie. Ils visitent beaucoup de grottes ensemble, comme elle me le racontait. Ils partaient tôt le matin, l'abbé disait la messe qu'elle servait et ils filaient dans la grotte pour un bon moment.
Il viendra à Angles dès 1949, c'est-à-dire la deuxième année de fouille. Vous le voyez avec Miss Boyle et Suzanne devant la fouille dans la cave Taillebourg, et dans l'image juste à côté, à droite, vous le voyez en train de déchiffrer les gravures sur une dalle à l'abri de la lumière, puisque Suzanne lui... Mais je peux vous assurer que c'est bien l'abbé Breuil, c'est écrit de sa main. De sa main. Il reviendra sur le site lors de la dernière année de fouilles intensives en 1956. Vous voyez, il est âgé, mais il les aura accompagnés en fait tout le temps pendant toutes ces recherches. Mais c'est l'abbé Breuil qui fait rencontrer bien sûr Dorothy Garrod à Suzanne. Elle partira en Palestine avec elle pour les fouilles. Je ne m'étends pas sur Dorothy puisque nous aurons quelques détails tout à l'heure sur cette personne, cette archéologue intéressante. Mais Dorothy est bien la rencontre marquante pour Suzanne. Pour l'instant, je n'arrive pas à suivre exactement les fouilles que Suzanne fait avec Dorothy. Bon, j'ai encore beaucoup de travail. J'ai compris que seule Germaine accompagnera Dorothy en Palestine en 1953 et plus tard, il semble que Suzanne soit avec Dorothy, mais au Liban. Suzanne et Dorothy resteront très très proches toute leur vie, fidèles et très complices au vu de leur correspondance échangée, jusqu'au décès de Dorothy qui affectera Suzanne énormément. Mais par le biais de Dorothy et de l'abbé Breuil, Suzanne rencontre aussi Germaine Henri Martin, la fille du docteur. Suzanne fouille avec elle à la Quina, site que Germaine a repris après le décès de son père, et à Fontécheval, que Germaine commence à fouiller également en 1937, et ce jusqu'en 1954. Suzanne sera très très impliquée, cela ne se sait pas assez, dans l'écriture de la publication de Fontécheval, ouvrage salué par la communauté scientifique. L'amitié de ces trois femmes sera indéfectible. Germaine, toujours chaleureuse, adoucira quelquefois les relations entre la communauté scientifique, fortement masculine, mais ai-je besoin de le préciser, et leur trio, très solidaire. La communauté scientifique, au dire de Glyn Daniel, qui le signale dans son autobiographie, notamment à la page 99, les appelle les trois grâces de l'archéologie paléolithique française. Nous n'arrivons pas à repérer qui a le premier lancé cette appellation qui, à mon avis, n'était pas forcément gentille, même si pour celui qui l'a initiée, cela leur correspondait, car elles étaient comme des sœurs, si on se réfère à la symbolique de l'œuvre grecque d'Hésiode et Homère. Je remercie Paul Bann pour la référence précise de cette citation. Suzanne faisait partie du jury de thèse de Paul Bann et le jour de la soutenance, elle lui posa beaucoup de questions très précises montrant qu'elle l'avait lu, mais vraiment entièrement, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. C'est un trait de caractère de Suzanne, elle ne faisait jamais rien à moitié. Donc cette complicité avec Dorothy Garrod et Germaine Henri Martin fit que celles-ci, entre elles, se transmirent leurs archives. Et Suzanne, dernière survivante, disposait donc des archives de Dorothy Garrod, qui sortait de sa maison à Chantoine en Charente, et de celle de Germaine Henri Martin. Et c'est ainsi que quelques dizaines d'années plus tard, la nièce de Germaine, Madame Françoise Breton, sera heureuse de retrouver les archives familiales disparues et puis que les archives de Dorothy, déposées au MAN, pourront être exploitées. Suzanne sera toujours fidèle au laboratoire du Péra, qui avait été lancé par le docteur Henri Martin et très très développé par sa fille Germaine. Le Péra devient une école de fouilles où tous les préhistoriens et préhistoriennes et amateurs et amateureux vont se former et qui sera un exemple copié par la suite en d'autres lieux comme à Pujol chez le comte Bégoin. Cette école permet aux professionnels comme aux amateurs de se retrouver, d'échanger et de discuter des découvertes et méthodes de recherche. C'est déjà l'interdisciplinarité et le rendez-vous national et international des préhistoriens et préhistoriennes et des spécialistes, qu'ils soient géologues, paléontologues, anthropologues, etc. Ils sont là dans un état d'esprit collectif, les étudiants comme sur place. C'est un peu à la scout, entre guillemets. C'est un modèle d'organisation. Le matin, la fouille, l'après-midi, le laboratoire pour le tri et le lavage-marquage, un modèle d'école de l'archéologie qui se banalisera rapidement par la suite. L'abbé Breuil donc continue ses visites avec Suzanne, et pas qu'elle bien sûr. Il l'emmène notamment à la grotte de la Marche, à Lussac-les-Châteaux dans la Vienne, qui est découverte par Léon Péricard et Stéphane Wolf en 1937. Cette grotte est célèbre pour ses nombreuses plaquettes gravées de profils humains,
un unicum dans l'art paléolithique, qui au moment de leur découverte vont être très discutés, notamment par le comte Béguin, alors président de la SPF. Suite à cette visite, Suzanne lit la publication de Lucien Rousseau, qui avait découvert le gisement du Roc-aux-Sorciers en 1927 et en a fait une publication remarquable dans le bulletin de la Société préhistorique française en 1933. Mais il n'y avait reconnu que l'occupation vraiment archéologique. En voyant beaucoup de similitudes entre ce que trouve Rousseau à Angles et Péricaré-le-Vof à Lussac, elle va aller voir le site à Angles, accompagnée par les villageois. Elle va y découvrir dans les déblais des anciennes fouilles ce qu'elle pensait y trouver, mais ce qui était resté inaperçu, c'est-à-dire une dalle gravée de type Lamarche. Nous sommes en 1946, c'est la redécouverte du gisement et de son art. À partir de ce jour, Suzanne organisera son chantier, sollicitera De Rossi pour l'accompagner sur le terrain et sa grande aventure commence. Elles vont mettre au jour... Oui, c'est ça, je suis perdue. Ouais. Elles vont mettre au jour de nombreux blocs sculptés, gravés, peints. Puis, bien sûr, la frise in situ, vous les voyez toutes les deux en tenue de fouille. Elle va pouvoir y travailler, je dirais, à la barbe d'autres préhistoriens qui lui en voudront longtemps d'avoir été la plus rapide à solliciter la location des lieux pour poursuivre les fouilles au Roc-aux-Sorciers. Suzanne prendra soin de signer un bail pour fouiller les parcelles qui l'intéressent dès 1947. D'abord celle de Louis Taillebourg, puis celle de Madame Bourdois, chez qui elle logeait à la Bastillette, à Angles-sur-Langlin, avec Dorothée et Suzanne. Après, elle achète sur ses deniers ces parcelles. Avec l'accord du conservateur des monuments historiques, le site étant classé le 18 janvier 1955. Elle s'appliquera toujours à désigner ces secteurs de fouilles par le nom des propriétaires des parcelles, la cave Taillebourg et l'abri Bourdois, l'ensemble constituant le gisement du Roc-aux-Sorciers, du lieu dit le Roc-aux-Sorciers. Cette démarche montre son désintéressement personnel et le soin qu'elle porte à garder le nom des propriétaires pour la postérité. Plutôt que d'imposer le sien comme inventeur, toujours sa discrétion, ce qui de nos jours est loin d'être le cas. Bien sûr, les trois amies fouillent au Roc-aux-Sorciers quand elles ne sont pas opéra pour la fouille de Fontéchevade. Chacune continue ses recherches sur ces terrains et se retrouve sur les sites des unes et des autres. C'est une équipe, ces trois femmes, qui s'entraident sur leurs sites respectifs, chacune assurant la responsabilité de sa propre fouille. C'est le respect du travail de l'autre dans la solidarité. Pour les fouilles d'Angles, Dorothée obtiendra une subvention de la Venergen Fondation de New York. Elle fera venir également des étudiantes anglaises. Suzanne utilisera ses fonds personnels et elle investit vraiment beaucoup. À court de finances, peut-être, les fouilles ayant déjà duré 10 ans, Suzanne arme un bateau à La Rochelle, sans doute dans la lignée de son père. En 1956, elle fait un discours pour le baptême de ce bateau, auquel est bien sûr invité l'archevêque. Son discours est rempli d'humour pour évoquer le Saint Spiridon, c'est le nom de son bateau. Pour étudier le site, elle s'entoure de scientifiques de différentes disciplines, ayant été à bonne école pour pratiquer l'interdisciplinarité. Henriette Alimène, qui est du même âge que Suzanne de Saint-Mathurin, qui est normalienne, géologue du Quaternaire, avec un très beau parcours académique, analyse les sédiments de Fontéchevade, mais travaille sur la vallée de l'Anglin dès 1950. Puis plus tard, elle va correspondre avec Suzanne et l'aider à trouver quelqu'un qui puisse étudier la géologie d'Angles, notamment la dynamique qui a fait tomber le plafond sculpté de la cave Taillebourg en 1000 morceaux. Un sujet qui nous préoccupe aujourd'hui avec Catherine Schwab du musée, Laurent Delbos, le gestionnaire du centre d'interprétation du Roc-aux-Sorciers, et la société Perspective. Nous numérisons les 1000 blocs ornés, effondrés du plafond, pour essayer de le reconstituer. Il y a aussi parmi les scientifiques qui travaillent avec elle, Yves Guillien, qui va publier avec Suzanne la séquence climatique du Magdalénien. Il y a aussi Bruno Bastin, qui est palynologue. Alors Bruno Bastin va trouver un petit réchauffement pendant le Magdalénien moyen, mais en fait, il sera remis en question par des études plus récentes. Et Frédéric-Édouard Cobille aussi, qui travaille sur la faune, notamment les oiseaux. Quelques hommes montrent qu'elle n'était pas sectaire dans ses collaborations. Pour elle, ce qui comptait, c'était la compétence du chercheur. La question de la conservation du site a toujours été aussi son grand souci. Elle demandera à Paul Dupuis
et le fera faire à ses frais le nettoyage des parois qui verdissent dès la mise au jour, dès l'enlèvement du sédiment. Il interviendra pendant une dizaine d'années pour combattre les cyanophycées calcicoles, malheureusement avec des produits chimiques. Elle protégera le site par une double clôture et un abri léger dans les années 69-70. Et elle sollicitera l'État pour une aide financière pour protéger ce site à plusieurs reprises, mais sans succès. De nombreux visiteurs sont invités pendant les fouilles. Je citerai Glyne Daniel, Marie Liquet, les Saint-Perrier, etc. En viennent certains, mais plutôt contre son gré, ce qu'elle signifie dans ses carnets de fouilles. Elle participe à de nombreux congrès, visite les grottes espagnoles avec ses amis, bien sûr, Dorothée et Suzanne. Et quand elle ne pouvait pas se rendre au congrès, pendant la période où je la connaissais, à chaque fois, elle me disait, quand j'avais été au congrès, sa grande question était toujours en premier lieu, mais qui n'était pas là. André Gide, peu avant sa disparition, fait aussi une visite dont elle a gardé un souvenir fort. Elle l'évoquait vraiment très souvent dans nos échanges. L'effondrement des blocs de plusieurs tonnes sur plusieurs mètres d'épaisseur rend difficile la fouille au Roc aux Sorciers. Suzanne mobilise les gens du village, les jeunes, les moins jeunes. Le village entier participe aux fouilles, vient visiter, commente et donne un coup de main. Quelques fidèles, comme M. Gonneau, dit Panouillard, facteur sur la commune, sera sur le terrain tous les jours, excellent fouilleur. Elle lui attribuera tous les mérites. À chaque fois qu'elle m'en parlait, elle l'encensait, c'était un homme extraordinaire, mais elle n'a jamais compris qu'un homme si bien puisse être communiste. Anatole sera régulier aussi, tout comme d'autres. Les jeunes viennent fouiller pendant leurs vacances. L'un d'eux m'a rapporté, un personne âgé maintenant, qu'avec l'argent qu'il avait gagné pour la première fois en déblayant l'espace entre l'abri bourdois et la cave Taillebourg, il avait pu faire son premier voyage, sortir du village. Elle connaît chacun par son surnom, elle a tout le village avec elle. Elle est au courant de tout ce qui s'y passe, de la santé de l'un, des difficultés de l'autre. D'ailleurs, c'est la même chose au Man. Vous pouvez demander aux gardiens, les plus anciens qui l'ont connue, combien elle était appréciée et attentive à chacun avec ses étrennes au Nouvel An, tout ça. Bon. Tous se souviennent à Angles de Mademoiselle de Saint-Mathurin et de l'Anglaise. La fouille de Suzanne était un acte social. Elle faisait société autour de l'archéologie et participait à la dynamique du village. Et je voudrais marcher dans son sillage. C'est ce que je souhaite poursuivre dans les années qui viennent ou quand je vais être libérée de mes... Voilà. Quand Dorothy ne pouvait être présente sur la fouille, Suzanne lui faisait tout le détail des travaux. Sais-tu que le bouquetin a un anneau à une corne ? Elle lui rapporte aussi le sujet des explosifs pour avancer la fouille. C'était pas rien comme fouille. Et le fils d'Anatole m'a apporté, mais de quoi faire sauter tout le village. Un autre commentaire qui fera sourire certains d'entre vous, peut-être, c'est « Je m'aperçois que les directeurs de circonscription ont tendance à devenir des maîtres du palais et à s'assurer des droits qu'ils ne possèdent pas. » Et elle l'explicite dans son courrier, texte de loi à l'appui. Pour nous, aujourd'hui, en tant que scientifiques, une ressource est importante, ce sont ces carnets de fouilles. Je ne parle pas de ces rapports qui sont beaucoup plus lissés, mais ces carnets de fouilles, qui sont rédigés pour l'essentiel en anglais, elle notait, que ce soit Suzanne ou Dorothy d'ailleurs, elle notait de façon très sérieuse au jour le jour le travail réalisé, par qui et comment, combien ça coûtait, tout ça. La fouille est correcte, mais malheureusement aujourd'hui, l'épaisseur des couches rend difficile l'approche chronologique fine des occupations et interventions des Magdaléniens. Cela ne pourrait être précisé vraiment que par de nouvelles fouilles. Elle souhaitait que ces carnets de fouilles soient brûlés à sa mort. Ils ont été préservés au musée d'archéologie pour que les données scientifiques, au moins, y soient exploitées. Pour ce qui est de son travail scientifique, Suzanne n'a jamais cessé de travailler durant toute sa vie. Elle publia plusieurs dizaines d'articles et des notes manuscrites. Et sa première publication sur la préhistoire en France date de 1942, avec Germaine déjà, sur le paléolithique de la vallée de Bellevaux en Charente. Sa dernière publication, elle a 90 ans. L'avant-dernière est une publication qu'elle aimait beaucoup, celle dans l'art des cavernes, Atlas des grottes ornées françaises, paléolithique française, publiée par le ministère de la Culture en 1984. J'ai pour ma part réalisé mon premier article scientifique avec elle, et je m'en souviendrai toute ma vie. Ce fut mon baptême du feu.
ma porte d'entrée dans le monde scientifique, poussée par Henri Delporte à intervenir à Poitiers lors du congrès du CTHS. Toute la communauté scientifique était venue voir Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, mais quelle pression pour débuter dans le métier. Pour cette communication, j'avais préparé un premier texte et elle m'a dit, quand je lui ai apporté, ça ne va pas du tout. Je suis repartie avec mon texte, j'ai essayé de faire mieux, mais j'avais déjà donné le meilleur de moi-même. Et je reviens à un texte qui ne me plaisait pas trop, et elle me dit, mais pourquoi avez-vous fait ce texte? Le premier est très bien. Donc je pense qu'elle a dû doser mon... Elle me testait, je pense, pour pouvoir assurer la suite qu'elle ne m'a jamais annoncé de son vivant. Bon, sa grande déception, en tout cas, aura été de ne jamais pouvoir finaliser une monographie du rock aux sorciers. Elle en a écrit plusieurs sommaires. Elle nous laissera en héritage ce travail, et je suis bien passée pour le dire, c'est pas une mince affaire que de le réaliser. Je la comprends tellement, c'est vraiment difficile. Ces articles nombreux au fil de ses fouilles, articles associant Dorothy, toujours, montrent quand même sa bonne compréhension du site. C'est une scientifique qui avait le sens du terrain et le sens de l'organisation pour mener à bien une telle fouille. Elle était bien sûr très sollicitée pour exposer ses œuvres pariétales, même fragmentaires. Elle fera un premier dépôt au Musée de l'Homme, puis le retirera. Elle préférera faire un don de plusieurs blocs au musée où elle est chargée de mission. Elle autorisera Henri Delporte à présenter le bloc avec le cheval broutant, que vous avez à l'écran, dans son exposition chef-d'œuvre de l'art mobilier, entre guillemets, paléolithique. Parce qu'évidemment, nous ne sommes pas dans de l'art mobilier, là, c'est bien de l'art pariétal. Toujours espérant publier ses travaux sur angle, elle gardera longtemps par-devers elle ses collections, ses données, ses images, archives, textes, même si, bien sûr, pour des publications de collègues, elle fournissait toujours une ou deux illustrations. Elle a pris part à tous les débats du moment et n'a pas hésité à s'engager, par exemple, sur l'interprétation de la baguette de la Madeleine avec l'ours. Elle défend ses opinions tout en sachant que personne ne détient la vérité. Elle propose une nouvelle interprétation à titre d'hypothèse qui, au vu des lacunes, puisque c'est une pièce fragmentaire, entre guillemets, ne sera sans doute jamais prouvée, écrit-elle, en considérant, entre guillemets, qu'elle n'est pas plus fragile que celle à laquelle jusqu'ici les préhistoriens se sont ralliés. Ou encore, à propos de la grotte de Rouffignac en Dordogne, ce sujet qui restera vraiment un point de désaccord entre l'abbé et Suzanne. Germaine écrit ainsi à Dorothy le 1er mars 1958. Tout allait bien. L'abbé était heureux du bel exemplaire de sa biblio, relié et offert pour son anniversaire. Suzanne lui demande une autorisation pour reproduire des photos, des dessins. Bon, il dit non pour commencer, puis après réflexion, oui, en faisant payer. Bon, bref. De là à Rouffignac, il n'y avait qu'un pas, lequel a été bien vite franchi. Et là, j'ai vu que tout allait voler dans le bureau. Suzanne en colère, l'abbé aussi, l'un disant « Du moment que je le dis, c'est exact », l'autre répondant « Alors vous êtes comme Hippocrate ». Enfin, le calme est revenu, en reconnaissant de part et d'autre un peu de colère, mais je crois en gardant une certaine amertume. Cela devait arriver. Suzanne vous racontera plus en détail. Je pense que Suzanne est la première à avoir dit à l'abbé ses vérités. Parce que c'était une femme et qu'il n'était que des hommes. Allez deviner ce qui à cette époque traînait dans la tête des uns quand celle des autres espérait un avenir plus ouvert. Elle s'est beaucoup intéressée aussi au travail de Maurice Taon à Lascaux, dont elle veut empêcher l'oubli de son nom. Grâce aux recherches avec Marie-Thérèse Berger, bibliothécaire au MAN, le travail pionnier de Taon a pu être mis en lumière grâce à leur article à Suzanne et Marie-Thérèse. Voici, c'est mon portrait de Suzanne Cassou de Saint-Mathurin, dont je retiens les qualités intellectuelles, humaines et bien sûr, la force de la collaboration de ces trois femmes. Suzanne n'a jamais cherché les honneurs. Cependant, elle est chevalier de l'Ordre national du mérite et Fellow of the Society of Antiquaries of London. Excusez-moi, ce mauvais anglais. Suzanne avait le sens de la répartie, mais elle restait réservée. Elle était proche des gens, à leur écoute, et elle a préservé la mémoire cachée de ses amis et d'elle-même. Discrète, elle a collaboré aux travaux de Dorothy comme à ceux de Germaine, Mine, comme on l'appelle. Toujours exigeante à la recherche de la vérité, mais elle n'aime pas la vanité, notamment celle des hommes. Courageuse et persévérante dans ses recherches. Elle logeait toujours à Oxford et Cambridge Club à Londres,
ce club qui acceptait les femmes, un des rares qui acceptait les femmes, et qui était fréquenté aussi par Agatha Christie. Mais se sont-elles rencontrées? Je ne sais pas. En fait, c'est une féministe sans se l'avouer d'une grande moralité et éthique. Ces femmes sont simplement humaines, altruistes, solidaires. Elles s'entraînent vraiment réciproquement. Elles partagent les mêmes valeurs de responsabilité. Elles se soutiennent. Elles sont solides ensemble. Aux grandes dames de certains préhistoriens de tout temps, excusez-moi le lapsus, elles restent incontournables dans la préhistoire de leur époque, en ayant découvert et étudié les sites majeurs du moment. Comme le dit Michel Perrault dans son dernier ouvrage, le passé se transmet sans que l'on comprenne toujours le processus de transmission. Eh bien, c'est l'histoire d'une femme, 2-3 femmes, transmise pour une nouvelle histoire de femmes et qui est aussi un peu la mienne. Ce portrait est un regard sur Suzanne, le mien. Il est donc partial, car il m'est difficile, comme vous pouvez le comprendre, de ne pas être une affectueuse complice dont ma rencontre avec Suzanne a influencé mon parcours archéologique. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là.